Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, nous allons essayer de savoir ensemble, avec l'aide de votre point de vue et du mien, si le sentiment de bien-être d'un individu dans une société est dû à son environnement politique ou à son environnement personnel. Est-ce que le bonheur d'un individu dans sa société part de son environnement externe ou bien de son environnement interne ? Imaginons que dans une société fictive, nous savions déjà quels critères doivent être parfaitement respectés et lesquels ne le doivent pas. Quels sont les facteurs socio-économiques et culturels pris en compte, et enfin, ce qu'on doit conserver ou remettre en place depuis les constitutions ayant déjà existé ou existantes. Sachant que l'homme est un mammifère, et qu'un mammifère a une moyenne de vie de 1 million à 10 millions d'années, et que l'homme existe depuis environ 200 000 ans, un peu plus peut-être, cela nous montre que nous vivons encore dans le premier quart de l'humanité. Dans le pire des cas, si nous nous éteignons de manière naturelle évidemment. Bon nombre d'humains doivent encore fouler la planète Terre, alors autant de bonnes comme de mauvaises idées émergeront encore. Je me suis demandé, si je devais imaginer la civilisation parfaite à partir de l'histoire connue de l'homme que je suis en 2023, avec les possibilités et impossibilités technologiques et médicales de notre temps, ou bien à partir de l'imagination de ce qu'on pourrait réaliser d'ici 300 000 ans. Eh bien, la réponse serait trop facile en partant du principe que dans 300 000 ans, il n'y aurait plus de pauvreté, plus de décès dus à quoi que ce soit d'autre que la vieillesse, si l'homme sera encore en capacité de vieillir. Il n'y aura plus de chômage, plus de dépression, et même tout simplement plus de gens malheureux. Donc puisqu'il est impossible de savoir quels seront les moyens technologiques, eh ben tout simplement, nous ne saurons absolument pas à quoi nous ressemblerons. Donc quelconque idée serait surréaliste ou faussée. C'est pour cela que je me baserai sur le premier cas, de ce que nous, maintenant, humains, sapiens de 2023, pourrions faire pour créer ce qui se rapporte le plus de la société parfaite. Et en fin de compte, même en ayant modifié tous les paramètres externes à l'humain, est-ce que le problème ne viendrait-il toujours pas intrinsèquement, même dans le meilleur des mondes ? Je m'abstiendrai d'émettre quelconque avis sur les avancées technologiques ou médicales, pour la simple et bonne raison que l'on n'a jamais été aussi performant, proportionnellement, qu'aujourd'hui. Mais économiquement, socialement et écologiquement, nous sommes encore loin de ce que l'on a pu faire par le passé. Alors imaginons que l'environnement politique, économique, social et écologique corresponde et réponde aux besoins du peuple. Avant ça, mon avis sera forcément faussé. C'est pour cette raison que ce travail doit être effectué par chaque individu, puisque je serai apte à m'exprimer sur la France, mais pas sur la Corée, voyez-vous. Il faut également faire preuve de justesse afin de conserver un juste milieu dans notre jugement, en mettant de côté toutes les informations polluantes sur des a priori ou sur des événements n'ayant pas de lien avec le fonctionnement d'un pays. Je ne souhaite pas m'attarder sur le sujet externe de ce qui pourrait se faire de mieux dans une société ou non, puisque cela émanerait d'un avis subjectif, et c'est pour ça aussi que je pense que jamais une société ne sera vue comme étant parfaite par l'entièreté des individus, vu la complexité de la pensée humaine. Mais voici quelques solutions externes grossièrement pensées. Il faudrait être capable de prendre les idées du capitalisme et du communisme afin d'y faire émerger ce qu'il y a de mieux dans chacun. En établissant une confiance entre le peuple et son gouvernement, en effectuant, comme en Suisse, des référendums plusieurs fois par an, cela donnerait l'impression d'être capable de choisir les paramètres de sa propre vie. Et donc cela participera à la reconquête de la confiance du peuple envers son gouvernement. Je pense que nous devrions rendre plus accessible l'accès aux grandes écoles en sélectionnant un esprit, une intelligence plutôt qu'un dossier recommandé par des familles très riches. La capacité à diriger n'a jamais été une valeur achetable, vous ne croyez pas ? Vu la compilation de clowns qu'on se mange, pourquoi pas essayer d'autres types d'humains, de parcours pour diriger ? Certaines notions doivent être connues, c'est pour cela qu'il faudra populariser nos grandes écoles formatrices d'élite. Et le point le plus important, pour moi, est l'investissement que l'État doit faire dans l'éducation de nos enfants. Investir dans l'avenir, investir dans le savoir sont les 3 points clés permettant de responsabiliser au mieux les futurs payeurs d'impôts. Car rien de plus dangereux qu'un peuple qui sait. Un peuple formé financièrement, économiquement, légalement, ne peut pas être un peuple malléable. Évidemment, il ne faut pas que tout vienne de l'extérieur. Les gens doivent brûler d'envie de savoir et d'être cultivés.
puisque ce n'est pas forcément dans les intérêts de tous les gouvernements d'avoir un peuple qui sait. Mais si un branleur met la faute sur une organisation pour justifier ses lacunes, alors il sera encore plus responsable de sa situation que celle-ci. Je vais vous dire quelque chose. Le fléau de l'humanité en 2023 n'est pas l'élite multimilliardaire ayant saisi la chance qu'offre le capitalisme, mais bien l'incapacité intellectuelle de la masse. Je m'explique. Que ce soit des start-upers ou des fils à papa reprenant le flambeau de la boîte, s'il n'est pas pertinent, déterminé et travailleur, alors il sera éjecté du cercle fermé des gens qui influencent le monde. Il y a certes sûrement une oligarchie abusant de la passe du pouvoir, mais il y a surtout un peuple berné qui n'est pas tant dérangé que cela. Le pleurnichage est souvent l'outil principal de celui qui n'a jamais eu le courage de s'armer de détermination. Je me répète, le pleurnichage est souvent l'outil principal de celui qui n'a jamais eu le courage de s'armer de détermination. Supprimer le monde du divertissement, telle était une idée. Mais globalement, le divertissement pour moi représente une part importante dans ma vie, mais je parlais surtout d'un divertissement polluant, de la short vidéo sur TikTok, malgré le fait qu'il y ait quand même des contenus intéressants. Il est utilisé notamment en Occident et aux États-Unis d'une manière extrêmement stupide. Aucune personne ne se cultive grâce à tous ces moyens de divertissement, que ce soit YouTube, TikTok ou Instagram, malgré le fait qu'elles puissent offrir du contenu enrichissant. Donc supprimer le monde du divertissement ne servirait à rien puisque l'on renierait l'entièreté du besoin de divertissement d'un humain. Donc on supprimerait une partie de la morale humaine, en quelque sorte. Alors ce qui est important d'être effectué est l'autodiscipline, que chacun doit s'infliger. Est-ce que chacun possède les armes nécessaires pour s'autodiscipliner ? Oui, puisque l'on a tous déjà effectué une tâche qui paraissait ingrate, mais celle-ci ne se faisait qu'à condition d'une contrepartie émanant rapidement, comme le salaire ou la prise de muscle. Alors qu'un savoir acquis au fil des années est globalement et objectivement jamais rentabilisé. Voyez-vous, c'est l'impression que l'on a quand on ne se cultive pas. Mais au final, cette connaissance générale transforme l'intégralité de notre jugement, de nos relations et surtout de notre plus-value morale. Mais cela, malgré nous. Alors je pense que chaque individu doit se doter d'une détermination acharnée à s'auto-discipliner, afin de comprendre où aller professionnellement, socialement et passionnément. Une société parfaite serait, avant même d'être une société parfaite, d'un point de vue externe, parfaite pour un individu possédant la détermination et l'autodiscipline. En conclusion de cela, je pense sincèrement que tout ce qui concerne le matérialisme n'aura aucun effet sur le jugement d'un individu endormi, malléable, sur une société, qu'elle soit avantageuse ou non. La pertinence personnelle, sociale, professionnelle, économique, écologique d'un individu est la clé du sentiment de satisfaction du lieu dans lequel on vit. C'est pourquoi jamais une société ne sera parfaite, car jamais 100% de la population ne sera en capacité de développer ses compétences. À moins qu'il soit modifié dans un futur, mais cela n'aura plus l'air de ce qu'on pourrait appeler de parfait et pertinent, puisqu'il serait modifié technologiquement. Toutes les idées, qu'elles soient économiques, sociales, écologiques, politiques, aussi bonnes soient-elles, ne représentent qu'un mouvement de pièces sur un échiquier. Le nerf de la guerre, c'est le logos, le passage par la logique, via un raisonnement concret, avec des preuves et des éléments à la fois muables dans le fond, mais non tangibles dans la forme, afin d'obtenir une déduction rationnelle via une série d'affirmations pour enfin finir sur une conclusion. Il faut, comme dit précédent, pour cela, s'armer d'une autodiscipline à l'apprentissage et à la compréhension de son environnement. Aussi parfait soit-il, la société est souvent désignée comme responsable de la situation financière de la plupart des individus. Pourquoi ? Car en cas d'incapacité à s'autodiscipliner, le cerveau de celui-ci se dédouanera de toute responsabilité. Évidemment, certains artisans ou ouvriers souffrent des décisions politiques. Mais dans ce cas-là, l'environnement doit alléger ses impôts, pour les start-upers, les artisans, les ouvriers. Mais restons dans l'esprit qu'il n'y a plus de vol interne comme en France. L'assistanat à la française passe par ses impôts. Donc cela rejoint cette incapacité à se débrouiller seul. Cela représente le problème français de la surcharge d'aide, faisant du français moyen un assisté. Trop d'impôts pour les aides
surcharge et empêche l'émancipation économique de la PME et donc favorise son appauvrissement. Dans ce cas, oui, le problème financier vient de l'État. Mais vous savez que ces gens-là représentent une très petite partie de ceux qui se plaignent de leur situation financière. La vanité de chacun se définit à partir des prouesses effectuées avec succès, mais aussi parfois par un mensonge temporaire ou définitif, lorsque l'on veut se délecter de l'admiration des autres avant d'avoir validé cet objectif. Et dans le pire des cas, le sentiment de satisfaction et le plaisir à être flatté devient supérieur à la satisfaction personnelle qu'apporte la validation d'une étape. Là est une partie du problème actuel que le peuple occidental rencontre. Les gens veulent paraître plutôt qu'être. Le sentiment d'être considéré par ses semblables représente l'entière satisfaction des individus à effectuer une tâche, à contrario de celui qui ne s'arrête que lorsque celui-ci sera satisfait de son travail, c'est-à-dire une fois qu'il sera abouti. La différence entre les deux est 1. Le besoin rationnel d'être validé mais de rien attendre d'autre car sa volonté, son besoin de savoir prédomine sur la satisfaction qu'apporte le regard des autres. Et 2. L'autodiscipline de l'un qui lui a fait comprendre que la reconnaissance du peuple ne vaut rien étant donné sa pauvreté intellectuelle. Un débile ne peut flatter qu'un autre débile, car le débile qui flatte l'intelligent frustre l'intelligent dans la façon où ce qu'il fait émane de sa propre volonté. Le débile n'a-t-il pas de propre volonté ? Si, mais il la gâche à chaque début d'ascension, à cause de son besoin de reconnaissance, suivi de son besoin de confiance. Non, la confiance n'est pas mauvaise, mais l'autodiscipline est l'outil interne à lui-même, afin de régler sa confiance, qui est elle aussi interne à lui-même. On ne règle pas un problème interne via un traitement externe. L'éveil de chacun est-il possible ? Je ne pense pas. Les populations ont toujours été une histoire de 10% de leaders emmenant avec elles les 90% d'incapables. Quand je dis incapables, je parle d'incapables d'autodiscipline. Ces 10% sont parfois bonnes, parfois mauvaises, sans aller dans la définition du bon et du mauvais de Nietzsche. Mais l'autodiscipline n'est pas héréditaire, voyez-vous. Voilà pourquoi certains empires se sont écroulés. Couplés à un besoin pervers d'être considéré, ou un besoin de satisfaction personnelle de son accomplissement, créer deux types de dirigeants. Celui mettant tous les moyens au service de son ego, et celui mettant tous les moyens au service du peuple. L'un étant encore à la recherche de reconnaissance, et l'autre étant satisfait de ses propres réalisations. Tout le monde n'est pas voué à diriger, mais tout le monde est voué à savoir. Deux choix s'offrent à nous. La satisfaction immédiate mais mortelle, ou bien la satisfaction tardive mais immortelle. La solution, pour moi, c'est l'autodiscipline, l'apprentissage et la connaissance des éléments de notre environnement. Et cela déterminera quel genre d'humain nous deviendrons et quel genre d'humain nous serons lorsque nous dirigerons. Merci beaucoup d'avoir écouté cette vidéo, n'hésitez pas à mettre des commentaires pour me dire ce que vous avez pensé de mon raisonnement. S'il faut que je creuse un peu plus les idées d'autodiscipline, si vous voulez que j'en fasse une vidéo un peu plus approfondie, n'hésitez pas à me le faire parvenir en commentaire. J'espère que vous avez passé un bon moment et surtout passé une bonne journée, une bonne soirée. C'était l'expérience 3 fois pas filtrée de Mario.